Bonjour à tous. Donc Damien Dréau, je suis médecin généraliste à Toulouse et chef de clinique. Je présente ce travail aujourd'hui au nom du docteur Dupuy qui n'a pas pu venir le présenter elle-même. Donc il s'agit d'une étude de cohorte sur 7 ans portant sur la mortalité associée aux périodes sous traitement par buprenorphine et hors traitement par buprenorphine dans le contexte de la médecine générale. Donc les patients dépendants à l'héroïne non traitée présentent un taux de mortalité annuel relativement élevé de l'ordre de 1 à 3%, principalement par overdose. Et actuellement, l'addiction aux opiacés est un phénomène de plus en plus fréquent et d'actualité, étant donné d'une part la survenue de décès par overdose de médicaments aux analgésiques opioïdes, principalement observés en Amérique du Nord, mais qui arrive aussi actuellement en Europe, et le retrait de la codéine de la vente libre qui conduit de plus en plus de patients à la substitution à ces médicaments opiacés. Donc, les médicaments de substitution aux opiacés associés aux interventions psychosociales ont démontré leur efficacité dans la prise en charge de ces patients. Et actuellement, en France, en 2013, sur les données 2013, 170 000 patients étaient sous médicaments de substitution aux opiacés, principalement la buprenorphine, et étaient pris en charge dans le cadre de la médecine générale, la médecine ambulatoire. Donc, on observe aussi que les interruptions de prise en charge sont fréquentes et précoces, avec plusieurs périodes ou cycles de traitement et des taux de maintien sous traitement limités. Donc, il y a peu de données en France sur la mortalité des patients sous ou hors médicaments de substitution aux opiacés. Donc, c'était intéressant de l'étudier, notamment du fait d'une surmortalité à l'arrêt des traitements par médicaments de substitution opiacés observés au Royaume-Uni et en Australie, mais qui utilisent beaucoup plus la méthadone, contrairement au contexte français. Donc l'objectif de l'étude était d'évaluer le risque de décès associé au temps passé sous et hors traitement par médicaments de substitution aux opiacés dans une population de patients débutant un traitement par buprenorphine. Donc, les données utilisées étaient celles de l'échantillon généraliste des bénéficiaires, donc, qui est une base de données de remboursement de l'assurance maladie, qui en fait est constituée d'un centième de la population française qui est inclus dans cette cohorte. Et donc, nous avons exclu tous les patients qui avaient pu consommer ou se voir délivrer une fois de la méthadone au minimum, et le critère de jugement principal était la mortalité. Donc, l'inclusion a commencé les patients étaient inclus entre janvier 2007 et fin décembre 2011, ce qui nous laissait donc une période avant l'inclusion pour pouvoir observer les patients qui avaient pu consommer de la méthadone, l'enregistrement des données dans l'OGB remontant au plus loin à 2006. Et la fin de période d'inclusion était donc en 2011 pour laisser une période de 2 ans d'observation du critère de jugement principal jusqu'à fin 2013, époque à laquelle les analyses ont été faites. Donc, l'exposition était considérée comme une variable dépendante du temps, avec une évaluation de la survenue du critère de jugement principal dans le temps et de la première consommation de buprenorphine. Donc, ce schéma est pour vous résumer un peu la méthodologie de calcul et de définition des cycles de traitement par buprenorphine. Donc, comme vous le savez, les patients vont en pharmacie tous les mois, tous les 28 jours, pour une délivrance du médicament. Donc, nous estimions que toutes les délivrances dans un intervalle minimum de 28 jours étaient considérées comme appartenant au même cycle, en se laissant une tolérance quand même de 7 jours, ce qui nous amenait à considérer 35 jours comme étant la durée entre deux délivrances, pour estimer qu'il y avait rupture dans la consommation des médicaments de substances opiacées et le début d'une période hors traitement jusqu'à une nouvelle délivrance, et ainsi de suite. Pour ce qui est de la dernière délivrance, comme vous voyez sur ce schéma, donc, nous avons ajouté la Defined Daily Dose, qui est la dose délivrée journalière en plus, pour pouvoir estimer lors de la dernière délivrance le temps encore où le patient était sous médicaments de substitution aux opiacés, puisque lors de sa dernière délivrance, évidemment, il recevait une dose de médicaments. Et donc, nous avons utilisé cet indicateur de l'OMS pour estimer la période en plus où il était sous traitement. Donc, les covariables étudiées étaient les autres médicaments, notamment d'autres médicaments psychotropes, le score de Charlson, donc, qui est un score de comorbidité qui a été associé à une prédiction à 10 ans de la mortalité.
Étaient incluses aussi des covariables sur la couverture sociale, notamment la couverture maladie universelle, et des scores et des index de déprivation, le FDEP 08, qui est donc un score basé sur le code postal de résidence des patients qui permettent d'associer en fait à un contexte social particulier. Et tout ça a été modélisé par un modèle de Cox pour tenir en compte donc de la survenue dans le temps des événements. Donc au total, donc entre 2007 et 2013, sur la base de l'EGB, il y avait plus de 650 000 patients, dont une large majorité affiliés au régime général. Et 1076 patients âgés de 16 à 60 ans ont débuté un traitement par médicament de substitution aux opiacés. Parmi ceux-là, 875 ont débuté de la buprenorphine et 713 n'ont eu que des remboursements de buprenorphine, donc qui a constitué la cohorte de cette étude. Donc sur ces 713 nouveaux patients, le temps de suivi moyen était de 4 ans et demi. La durée totale de traitement, enfin la période totale sous buprenorphine était en moyenne de 680 jours et le nombre de cycles de traitement par buprenorphine est en moyenne de 3 par patient. Il s'agissait majoritairement d'hommes dont l'âge moyen de début du traitement par buprenorphine était d'un peu moins de 39 ans. Une large partie quand même était sous CMU et le médecin généraliste, comme on pouvait s'y attendre, était le premier prescripteur et le principal primo-prescripteur du traitement par buprenorphine. La majorité des patients avaient un score de Charlson à 0 et la plupart d'entre eux consommaient en moyenne un peu plus de 2 autres médicaments associés au système nerveux central, donc psychotropes notamment. Au total, 29 patients pendant la durée du suivi, soit 4,1%, sont décédés. Parmi les patients sous traitement, 4 sont décédés pendant la période de traitement par buprenorphine, tandis que tous les autres patients sont décédés hors traitement, 7 les 2 premières semaines suivant l'arrêt du traitement, 2 dans la semaine 3 et 4, et 16 au-delà d'un mois. Donc le taux de mortalité calculé était de 0,63 sur 100 personnes années versus 0,24 sur 100 personnes années, et ça représente en fait la mortalité dans le reste de la cohorte de l'EGB pour cette catégorie d'âge. Donc les facteurs associés à la mortalité sont présentés ici. Le fait d'être hors traitement était associé à un risque relatif ajusté de 29. L'âge supérieur à 40 ans était aussi un facteur de mortalité, ainsi que les coprescriptions d'analgésiques opioïdes. Donc la rupture de traitement était très largement associée au risque de décès. Donc quelles sont les limites un peu de cette étude ? Tout d'abord, les limites inhérentes aux bases de données. Il s'agit de bases de remboursement des médicaments, et donc nous n'avons pas de données directes sur la consommation qui en est faite. Il y a un biais d'information important, notamment lié au fait que, comme il s'agit de délivrance de médicaments, toutes les délivrances de buprenorphine réalisées en XAPA ou à l'hôpital ne sont pas enregistrées dans le GB. Et enfin, nous avons toutes les données, nous n'avons évidemment pas accès à tout ce qui est lié au marché noir et qui est prépondérant dans ce genre de consommation de médicaments. D'une part, lié au fait qu'il peut y avoir une consommation de médicaments achetés au marché noir, et d'autre part que certains patients viennent par des phénomènes de doctor shopping et revendent au marché noir certaines de leurs délivrances sans avoir une consommation de ces dernières. Les décès sont un événement relativement rare. Sur la cohorte de 713 patients, il y a eu 27 événements. Et donc la prise en charge hachée dans le temps avec... il y avait donc plusieurs périodes ou cycles de traitement et un taux de maintien sous traitement qui était très limité et qui donc démontrait vraiment cette prise en charge un peu anarchique dans le temps de ces patients. Mais toutefois, le fait d'être sous médicaments de substitution opiacés était efficace sur la mortalité. En effet, plus les cycles sont nombreux et plus ils sont longs, plus on réduit le surrisque de décès. Donc, en guise de conclusion, donc dans cette cohorte de nouveaux patients, nouveaux utilisateurs de buprenorphine dans le contexte français de soins en médecine générale, le temps passé sous traitement avait un effet protecteur contre la mortalité. Et donc, maintenir les patients sous buprenorphine présente un bénéfice clinique majeur et évite une surmortalité liée à l'arrêt des traitements par médicaments de substitution aux opiacés. Je vous remercie de votre attention. Henri Partouche, simplement une précision, bravo pour ce travail.
Une précision sur comment vous avez identifié les décès et comment vous les avez associés à la base. Alors en fait, dans le GB, les données de CEPI-décès sont associées directement. Donc on a la date de décès des patients lorsqu'elle est survenue dans la période de l'étude en fait. Le lien avec CEPI-décès. C'est directement, en fait, c'est des données qui sont directement incluses dans le GB en fait. D'accord. Non, on n'a pas les motifs de décès effectivement. Oui, c'est la question que je voulais poser. Anne-Laurence Poitiers, donc vous n'avez pas pu récupérer la cause en fait des décès hors traitement et sous traitement pour pouvoir savoir un petit peu le pourquoi en fait, et comment vous expliquez en fait cette surmortalité hors traitement? Probablement lié en fait, comme on le connaît dans les études épidémiologiques, lié à l'overdose, avec probablement des patients qui cessent leur traitement, qui reviennent à de l'héroïne ou à d'autres produits de consommation qui conduisent pour la majorité des cas des overdoses. Dans d'autres cas, toutes les causes de mortalité potentielles associées qu'on connaît dans ces populations-là, on l'imagine. C'est certain qu'il serait intéressant d'avoir les causes exactes des décès. Maintenant, le score c'est pour ça qu'il y avait un ajustement sur d'autres scores, notamment le score de Charlson, qui prenait en compte les comorbidités des patients, qui dans le GB sont quand même renseignés grâce d'une part aux ALD et aussi aux motifs dans les données du PMSI, donc les données d'hospitalisation, où on a les codes des diagnostics et des motifs d'hospitalisation et des motifs associés d'hospitalisation qui nous permet de construire ainsi ce score. Mais ça nous permet juste de savoir si on est une population avec des comorbidités et donc effectivement de se dire que la mortalité est probablement liée à des causes, enfin elle est probablement liée plus ou moins directement à la pathologie addictive. Oui, bonjour, Léa Charton, Strasbourg. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez dans le GB les données, enfin les traitements donnés en prison, parce qu'en fait moi j'en suis beaucoup des patients comme ça et souvent mes ruptures de traitement c'est parce qu'ils sont en prison, mais ils n'ont pas arrêté le traitement. Alors, tout ce qui n'est pas délivré par la pharmacie n'est pas enregistré dans le GB. C'est-à-dire, comme on le sait, tout ce qui va être les prescriptions hospitalières, que ce soit en XAPA ou que ce soit en service de psychiatrie, on ne les a pas. Je présume qu'en prison, il n'y a pas de délivrance par un pharmacien faite sur une ordonnance. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Je n'ai pas l'information sur ce sujet, mais je ne pense pas que nous ayons accès à ces données. Didier Canet, du DMG de Dijon. Bravo pour l'étude. J'ai une question sur les recommandations. Est-ce qu'on peut, à partir de cette étude, recommander de ne pas arrêter la substitution, quel que soit le temps de la substitution? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce point-là? Alors, ce qui est démontré, c'est que très souvent, les patients vont arrêter le traitement par eux-mêmes. Il va y avoir une rupture dans le suivi qui n'est pas forcément de la décision du généraliste. Donc la question est plus, à mon avis, de savoir comment améliorer et optimiser le suivi de ces patients, plus que de savoir si oui ou non il faut l'arrêter. Finalement, ça dépend du contexte clinique. J'ai pas vraiment de réponse. Et l'étude n'apporte pas forcément de réponse. Ce que l'on sait à l'international, sur d'autres études à peu près similaires, mais dans les d'autres pays, c'est plutôt la méthadone qui est concernée, c'est qu'effectivement, on observe chez les patients en rupture de suivi, et donc en rupture de traitement, puisqu'il n'y a plus de délivrance, un surrisque de mortalité qui est principalement lié quelque part à la rechute dans l'addiction.